OK, excellent, excellent. Alors, je me présente. Je suis Nathalie Joy-Kennel. Je suis la directrice académique ici à Enriched Academy. Ça me fait plaisir de vous présenter un petit webinaire sur le monde qui peut être assez mêlant de l'immobilier et les investissements immobiliers. Je vais essayer de vous présenter un survol quand même assez détaillé, même pour vous vraiment vous aider dans les prochaines étapes, soit d'achat d'une maison ou achat de propriété supplémentaire. Avec moi aujourd'hui, j'ai Martin Carrette de la financière CCIP. Je suis très contente qu'il soit là. Salut Martin, ça va bien? Bonjour, bonjour, oui, ça va bien, merci. Oui, tu me vois bien, tu vois tout bien, il n'y a pas de problème? Oui, tout est beau. Super, merci. Bien, écoute, Martin, je vais faire ma présentation. S'il y a quoi que ce soit pendant que tu veux supplémenter, n'hésite pas à parler. J'aime ça quand tu contribues. Puis à la fin, on va ouvrir pour des questions, puis on jasera à la fin pour une petite période de questions. Ça va? Fantastique. Parfait. Yeah, OK, parfait, merci. Alors, on va vraiment se lancer dans le tout. Vous voyez un petit à propos de nous ici à Enriched Academy. Nous sommes une compagnie de littératie financière qui fait un partenariat essentiellement avec la financière CCIP pour donner de l'éducation financière à tous les membres. Donc, on est très choyés de pouvoir faire ça. Essentiellement, on sait que la plupart des Canadiens souffrent un stress financier assez haut qui contribue évidemment à un stress général à la vie. Et au-delà de ça, si vous vivez déjà un stress dans votre travail qui est, disons, un petit peu plus haut que la norme, nous, on veut vraiment s'assurer qu'on vous donne les outils nécessaires pour pouvoir enlever des défis, des niveaux de stress, pour que vous puissiez vous concentrer sur les choses qui sont importantes pour vous et à votre contribution que vous faites à notre pays, qu'on vous remercie beaucoup pour tout le travail que vous faites. Alors, c'est ça qu'on fait. On a des cours, on a des webinaires, on fait plein de choses. Je vais vous en parler un petit peu au fur et à mesure qu'on avance, mais avant de vraiment se lancer dans le contenu, je veux vraiment vous confirmer que, évidemment, c'est abus d'éducation, abus d'information. Mais parce que chaque individu a vraiment des circonstances individuelles, en fait de finances, en fait de besoins, en fait de même où ils vivent, puis par rapport à ce que vous faites, vous avez quand même des circonstances de travail et de déménagement et de tout ça quand même assez précises. Alors, prenez ces informations pour vous éduquer et ensuite allez consulter d'autres experts pour vous aider à prendre les questions ou les décisions importantes. Et je vous recommande, évidemment, d'aller consulter la financière CCIP parce que vous êtes tellement chanceux d'avoir un organisme et un groupe de conseillers qui connaissent bien votre vie militaire. Donc, ils ne sont pas juste là pour les assurances, ils sont là pour la planification financière à court et à long terme, gérer les dettes, gérer les épargnes, les investissements et tout ça. Et vraiment, ces gens-là, la financière CCIP existe partout au Canada. Et s'il n'y a pas un bureau dans votre ville ou dans votre village, disons, c'est pas grave. Il y a beaucoup d'outils en ligne, de rencontres en ligne qui peuvent se faire. Essentiellement, ils sont là pour vous. C'est un outil quand même exceptionnel. Je vous trouve très chanceux d'avoir ça. Je vous recommande fortement d'y consulter le plus que vous pouvez. Alors, les prêts hypothécaires et le processus d'achat de propriété. Écoute, il y a beaucoup de P et de R dans la présentation aujourd'hui, fait que on va voir comment ça va aller. Bon, qu'est-ce que vous allez apprendre aujourd'hui? Vous allez faire une analyse de la location par rapport à l'achat. On va voir comment fonctionne le processus d'achat. Je vais retourner pour faire ça, que vous voyez quand même toute la liste. Comment fonctionne le processus vraiment de A à Z. Je vais y aller en détail. Ce que font les courtiers en prêt hypothécaire, juste pour vous préparer un peu avec ça, et comment accéder plus rapidement à votre propre propriété ou à une propriété locative. Juste par curiosité, combien d'entre vous ont déjà une propriété? Ce que je trouve intéressant aussi par rapport je vais regarder dans le chat pour voir s'il y a des réponses. Essentiellement, ce que je trouve intéressant par rapport à la vie militaire, que moi, je n'ai jamais vécu, c'est l'idée qu'il y a de bonnes chances que vous allez avoir à déménager souvent dans votre carrière. Ce n'est pas tous d'entre vous qui ont cette vie-là, mais c'est quand même quelque chose qui vient très facilement avec la vie militaire. Le questionnement de est-ce qu'on s'achète une maison dans la nouvelle ville, est-ce qu'on loue, qu'est-ce qu'on fait?
c'est quand même encore plus complexe pour vous que, disons, le Canadien général. Donc, c'est à peu près un mix. Il y a des gens qui ont des propriétés, il y a des gens qui n'en ont pas. Écoutez, j'espère qu'aujourd'hui, ça va vous aider à décider si c'est important pour vous. Donc, le coût moyen d'une propriété au Canada, en général, c'est 730 000 d'après les chiffres de décembre 2023. Fait que ça change tout le temps. OK? Premièrement, ça change tout le temps. Puis vous regardez probablement ce 730, puis vous faites oh wow, c'est beaucoup, c'est grand. Vous avez raison. Cependant, l'idée, c'est que les prix moyens, comme il y a de la fluctuation assez comme grande partout au Canada. D'où vous vivez, d'où vous voulez aller vivre pour votre travail ou pour le plaisir, va varier beaucoup, tout dépendant du coût de vie et du coût d'achat d'une maison. Fait que vous voyez ici les prix moyens. C'est que ça peut sembler, pour beaucoup de gens, que c'est pas faisable. Puis pour certaines personnes, c'est vraiment le cas. Mais ce que je trouve intéressant, c'est en jasant avec notre cofondateur J.C. Brooke, qui fait la présentation en anglais aujourd'hui, justement, lui, il a beaucoup de propriétés locatives. Puis, il a fait une recherche récemment sur Realtor.ca, qui est disponible en anglais et en français ici, mais je crois que l'image ici est peut-être en anglais en ce moment. Mais l'idée, c'est qu'il a fait une recherche pour voir combien de propriétés au Canada on pourrait acheter en bas de 100 000 Et je pense, d'après ici, il y en avait à peu près 1 500, au-dessus de 1 000 Est-ce que c'est des propriétés exceptionnelles? Non. Des fois, il y a des diamants là-dedans, mais l'idée, c'est qu'on a le sens qu'on ne pourra jamais acheter, mais il y a quand même une variété dans les prix. Une variété, une grande différence de prix par rapport à maison attachée, maison détachée, petit village, ville. Il y a tellement de variétés, surtout au Canada, parce qu'on est un grand pays et on a beaucoup de différents types de marchés ici au Canada. C'est vraiment essayer de comprendre aussi où vous allez vivre et comment ce lieu-là va affecter les propriétés. Vous allez voir ici les prix moyens de propriété. On a toujours tendance à avoir un peu peur, investissement, propriété, toutes ces choses-là, parce qu'on se sent comme ça monte et ça baisse, puis que ce n'est pas prévisible. En quelque part, on ne peut pas prévoir le futur, c'est sûr. Mais même avec des hausses et des basses, je suis certaine que vous avez vécu ça aussi, juste après la pandémie, hein, il y a eu comme une grosse hausse des prix. Là. Ça coûtait tellement cher acheter une maison partout au Canada. Puis là, maintenant, on est comme sur une baisse. Même avec tous ces hauts et ces bas-là, nous, on a vu que la croissance moyenne sur chaque 5 ans, c'est à peu près 6 Fait que l'idée, c'est que même s'il y a des hauts et des bas, on peut dire que l'immobilier, c'est quand même un investissement assez sûr parce que si on le tient à long terme, évidemment, ça peut passer à travers les hauts et les bas pour avoir une croissance moyenne, qu'on dirait au Canada, à peu près 6 Puis 6 qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc, si on regarde par rapport à d'autres, je ne sais pas si c'est tous des investissements parce que ce n'est pas, mais c'est d'autres places où on peut mettre notre argent. On va juste dire ça comme ça. Fait que si vous aviez 100 que vous mettez dans un compte chèque, bien, dans un an, là, ou dans, pas dans un an, pardon, la valeur actuelle, là, ça serait 100 parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Bon, vous ne faites pas d'argent là-dessus. Un compte épargne, 1,5 vous avez 443 Obligation, la moyenne, c'est vers 5 vous allez avoir 13 150 L'immobilier, comme je viens de vous dire, c'est à peu près 6 fait que vous allez avoir 33 930 Les actions, c'est à peu près 8 Encore là, c'est quand même assez haut, ça. Fait que, vous voyez, ça monte et ça monte et ça monte. Mais les immeubles locatifs, ce qui peut être très utile par rapport à ça, c'est que c'est très facile d'obtenir un taux de croissance assez haut, surtout si on garde cette propriété-là à long terme. Parce que les immeubles locatifs veut dire qu'on a un revenu qui rentre, donc on peut payer l'hypothèque plus vite. Souvent, c'est le cas que les gens font. Donc,
le taux de croissance, le taux de retour sur votre investissement peut être, d'après Jay et ses propriétés dans les 20 dernières années, 10 et plus. OK? Fait l'idée, c'est que vous avez peur, est-ce que je devrais rentrer est-ce que je devrais m'acheter une maison, est-ce que je devrais m'acheter une propriété locative? Écoute, règle générale, même si les marchés bougent, changent, il y a beaucoup de fluctuations, l'idée, c'est que c'est quand même un marché positif. C'est quand même, on peut dire, un investissement sûr. Mais est-ce qu'on doit acheter? C'est pas pour tout le monde. Hein? C'est pas pour tout le monde. Puis aussi, c'est juste des fois, financièrement, ça ne marche pas pour tout le monde. Et aussi, pour les circonstances de vie, ça ne marche pas pour tout le monde. Il y a plusieurs livres, je dirais le Wealthy Renter de Alex Avery, c'en est un qui est très intéressant, que je vais vous recommander de consulter. L'autre chose que je vous recommanderais de consulter, c'est l'analyseur de location et d'achat d'Enriched Academy. C'est un des outils téléchargeables auxquels vous avez accès gratuitement dans le portail éducatif d'Enriched Academy dans notre partenariat avec CCIP. Donc, si vous n'avez pas déjà accès à ça, je vais vous montrer les liens et tout ça. Je les ai déjà mis dans le chat, justement, pour pouvoir accéder à votre outil. C'est juste l'étape prochaine naturelle après avoir fait un webinaire. Hein? Vous faites le webinaire et ensuite vous rentrez dans le portail, vous faites d'autres cours, quelques vidéos, des visionnements et ensuite vous utilisez les outils pour mettre en pratique ces choses-là. Et vous n'avez pas créé, les outils sont là, sont déjà là. De plus, il y a un outil budgétaire de la financière CCIP qui a vraiment tous les détails spécifiques qui ont rapport avec vous et vos dépenses et vos revenus. C'est très formidable. Alors, je vous recommande fortement de le faire, mais on a créé déjà un outil pour vous. Vous pouvez faire les calculs directement ici pour voir si l'achat ou la location convient le mieux à vous et votre situation. Je vous recommande fortement de le faire. Mais disons, OK, vous avez fait le calcul, c'est comme non, je suis prête, je veux une maison, je vais vous dire comment le faire. Alors, il y a un processus assez détaillé. La première fois que moi j'ai acheté une maison, j'avais aucune idée du niveau de complexité. Je vais essayer d'expliquer le tout dans les termes assez simples, mais aussi quand même pour vous préparer au niveau de complexité. Parce que c'est important quand même de savoir exactement en quoi vous rentrez et de comprendre les termes et tous les petits détails. Alors, je vais essayer d'être aussi précis que je peux. Première chose, c'est épargner pour une mise de fonds. Fait, par exemple, pour une propriété de 500 000 on pourrait mettre, on s'envisage une mise de fonds de 20 Une mise de fonds de 20 c'est 100 000 Ce n'est pas tout le monde qui a 100 000 dans son tiroir pour faire une mise de fonds. Fait que ça peut être très intimidant de faire ça. Après une mise de fonds de 100 000 ça veut dire que vous avez un prêt hypothécaire de 400 000. C'est comme ça que ça fonctionne. Essentiellement, si la propriété coûte un certain montant, vous payez une mise de fonds et le restant, c'est un prêt à long terme. 20 c'est la norme si vous avez acheté une propriété locative. Si vous ne vivez pas dans la propriété, la mise de fonds, c'est 20 Mais si vous vivez dans la propriété, il y a d'autres options pour vous. Fait, souvent, on peut voir une mise de fonds de 5 Donc, 25 000 c'est beaucoup plus facile. Vous ne l'avez peut-être pas dans votre tiroir, mais ça s'obtient. Hein? Puis, vous faites ça à travers le billet d'une assurance de prêt hypothécaire. Hein? Fait que vous payez un 3,8 Fait que oui, vous allez quand même le payer, cette mise de fonds-là, mais vous le faites à travers la guise d'une assurance que vous payez comme à long terme. Dans ce cas-là, votre prêt hypothécaire est de 494. Fait que l'hypothèque, c'est 98,8 l'idée, là, puis pensez-y, là, avez-vous un objectif précis quant à la date à laquelle vous achèterez votre première propriété? Parce qu'on a tendance à faire, oui, je veux acheter une maison, oui, je veux m'acheter un appartement, un condo, puis quand j'aurai la mise de fonds, je vais le faire. Mais si on ne se fixe pas une date précise, on a tendance à se concentrer sur le but. Puis ça marche pour tout, évidemment.
se fixer des objectifs, avoir un but précis, ça motive toutes tes décisions. Prenez une petite photo, un petit screen capture de ce que vous voyez ici, parce que ça va être la feuille de calcul qui va vous aider à savoir si vous allez pouvoir faire votre mise de fonds dans le temps que vous voulez. Donc, vous allez prendre ça comme exemple. Disons, je vais avoir 30 ans quand j'ai... oh boy, 30 ans, c'est il y a longtemps ça, mais bon. J'aimerais avoir 30 ans quand j'achète ma première propriété. Aujourd'hui, j'ai 25 ans, donc j'ai 5 ans à économiser. Je pense que j'aimerais acheter une propriété de 500 000 $. Je vais vous montrer aussi comment regarder ces prix-là plus tard. Mise de fonds requise avec un versement initial de 5 ça serait 25 Je n'ai rien épargné à date. Montant qui est requis, ça veut dire que j'ai besoin de 25 000 $. Combien dois-je épargner par année? Fait que vous prenez le 25 000 divisé par les 5 années, ça vous donne 5 000. Fait que 5 000 $ par année. Ce que ensuite, vous regardez, c'est combien d'argent vous gagnez dans l'année. Donc, 50 000. Ça vous indique avec ces calculs-là que vous devez économiser 10 de votre salaire à mettre en épargne pour votre mise de fonds. Fait que c'est un calcul assez simple. Mais si on ne prend pas le temps de le faire et de se fixer l'objectif et de faire, écoute, c'est ça que je fais, ça ne se fera pas. Hein? Fait que je vous encourage fortement à passer à travers ce processus-là et même faire des économies automatiques. Aussitôt qu'il y a de l'argent qui rentre, il y a comme le 10 qui s'en va par ici dans un autre compte pour vos épargnes. Ça va vous aider beaucoup à vous préparer pour votre mise de fonds. Mais écoutez, mise de fonds, oui, ça prend du travail, oui, ça peut être difficile et à long terme, mais il y a d'autres soutiens auxquels vous avez accès qui pourraient vous aider. Ça ne vous économise pas des millions de dollars, mais ça va quand même avoir un impact assez important. Je vais vous en donner les petits détails là-dessus pour l'instant, mais je vous recommande fortement d'aller sur les sites du gouvernement du Canada, les sites du Service Canada et tout ça pour avoir les détails très précis. Mais règle générale, essentiellement, il y a des crédits d'impôt. Le premier, crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation. Si c'est votre première maison, vous pouvez avoir un rabais. Quand vous faites vos impôts, une fois par année, parce que vous faites toujours vos impôts une fois par année, oui, merci. Alors, à ce moment-là, vous allez mettre l'achat de votre maison comme note sur votre rapport et vous allez pouvoir avoir un crédit d'impôt. Il faut que vous résidez dans la propriété au moins d'1 an. Ça peut être utilisé même pour une propriété qui existe ou même en construction, ça c'est parfait. Mais il faut évidemment que ça soit votre première propriété. OK? Fait que, par exemple, ici, vous pouvez épargner 1 500 $ sur vos impôts. C'est correct, ça se prend bien. Autre chose qu'on a, c'est le régime d'accession à la propriété ou le RAP. Essentiellement, ça, c'est un outil qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, qu'ils peuvent utiliser, puis c'est quand même exceptionnel. L'idée, c'est qu'en quelque part, vous prenez un prêt sur votre propre REER. Donc, si vous avez un REER qui est quand même très bien fourni et votre partenaire aussi a un REER très bien fourni, vous pouvez prendre un prêt sur cet argent-là sans pénalité. Donc, vous prenez de l'argent de votre REER et vous pouvez le mettre sur votre mise de fonds. Entre 30 à 35 000 par personne, donc 70 000. Fait que c'est quand même assez pour une mise de fonds, ça. L'idée, c'est qu'ensuite, sur les prochaines 15 années, vous devez rembourser ce montant-là dans votre REER. Fait que vous faites un prêt sur vous-même, mais vous devez absolument rembourser cet argent-là. C'est un programme très intéressant et si vous avez déjà un REER qui est comme bien rempli puis que vous n'êtes pas près de la retraite bientôt, ça peut être un outil très facile pour faire votre mise de fonds. Autre option que nous avons, c'est le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une propriété. Ça, c'est vraiment nouveau d'ici 2023. Fait qu'on va faire plus de détails là-dessus dans un autre webinaire plus tard, mais l'idée, c'est que ça permet aux résidents canadiens de 18 à 71 ans, essentiellement d'utiliser un compte épargne libre d'impôt ou un CELI pour l'achat de leur première propriété. Donc, 8 000 $ par an au maximum.
Fait qu'il n'y a pas d'impôt sur la croissance ou les intérêts. Essentiellement, tous les outils exceptionnels ou tous les bénéfices d'un CELI s'appliquent ici. Mais évidemment, le compte doit être clôturé dans l'année qui suit et utilisé dans les 15 ans qui suivent son établissement. Il y a plein de petits détails, là, mais c'est une autre façon de pouvoir économiser pour une mise de fonds sans vraiment avoir à payer beaucoup de taxes. Et ça gère tout ça assez bien. Un autre outil exceptionnel. Bon. Fait que vous avez épargné pour votre mise de fonds. C'est bien. Étape numéro 1, c'est fait. Étape numéro 2, vous allez parler à un courtier hypothécaire pour obtenir une préautorisation. C'est quoi un courtier hypothécaire? Essentiellement, c'est un agent intermédiaire. C'est quelqu'un qui a accès à tous les banques, tous les services de prêt. Ils vont pouvoir regarder qu'est-ce qui est offert et qu'est-ce qui fonctionnerait bien pour vous. Différents types d'intérêts, variables, non variables, différents termes. Parce que si vous aviez à aller à chaque institution, ça vous prendrait beaucoup de temps. Tandis qu'ici, vous avez un agent intermédiaire qui le fait pour vous. Il consulte, il regarde vos informations, il regarde tout d'après vos bases, votre situation financière et vous indique le maximum que vous pouvez vous permettre d'avoir, c'est X. C'est très important de passer à travers ce processus-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui, oui, ils sont peut-être en train d'épargner pour leur mise de fonds, puis c'est super, mais ils oublient que peut-être leur situation financière n'est pas parfaite encore par rapport à leur code de crédit ou les choses comme ça. Ils ne sont peut-être pas acceptés pour leur hypothèque. Fait que même si vous avez une mise de fonds, si vous ne pouvez pas obtenir une hypothèque, vous ne pouvez pas acheter, à moins que vous avez comme tout l'argent en cash. Donc, c'est très, très, très utile. Puis, vous voulez avoir la préautorisation parce que aussi, ça va vous permettre aux gens qui négocient avec vous pour l'achat d'une maison d'être encore plus confiants à vouloir vous le vendre parce que vous êtes déjà préautorisé. Voici quelques questions qu'on vous recommande fortement de poser parce que vous pouvez jaser avec plusieurs différents courtiers pour voir qu'est-ce qui va être un bon match pour vous. Comme des conseillers financiers, comme n'importe quel conseiller finalement, on vous recommande toujours de parler à plusieurs personnes. Puis ce qu'on sait aussi avec la financière CC, c'est si jamais vous travaillez avec quelqu'un pour la planification financière, puis ce n'est pas un bon match de personnalité ou d'intérêt, mais c'est pas grave, vous pouvez toujours demander à travailler avec quelqu'un d'autre et ça se fait très facilement. Fait que vous devez prendre l'initiative pour vous trouver quelqu'un qui va être un bon match. Donc, les courtiers en prêt hypothécaire, juste pour confirmer, la financière CCIP ne vend pas d'hypothèque, mais je parle juste de l'idée du fait que n'importe qui que vous travaillez avec, vous voulez vraiment vous assurer que la communication est claire et que c'est un bon match en fait de personnalité. Mais écoutez, prenez une petite photo de ces questions-là, assurez-vous de faire sûr que ces gens-là qui travaillent avec vous ont vraiment les capacités, les informations nécessaires pour faire une job intéressante. Je sais que dans le bon vieux temps, peut-être même pas tant que ça, dans le vieux temps, on allait juste directement à notre banque. Et ça se fait toujours, ça. Puis, en effet, BMO a des hypothèques spécialement pour les gens qui sont dans les forces armées. Donc, si vous voulez tout de suite aller à BMO, voir les informations et voir ce qu'ils peuvent vous proposer, ça se fait très bien aussi. Vous n'êtes pas obligé de passer à travers un courtier hypothécaire, mais on vous recommande de voir que il n'y a pas juste une façon de procéder. Vous avez le choix. Vous pouvez voir un peu partout. Mais si vous voulez vraiment parler à une institution qui a comme un programme spécifiquement pour vous, mais ça serait BMO que vous voudriez consulter. Alors, ce que cherchent les prêteurs, puis je vais vous le dire tout de suite, les prochaines diapos, il y a bien du texte. Il y a beaucoup de texte, mais c'est pas si complexe. Fait que, prenez des photos, vous allez aussi avoir l'enregistrement, vous allez pouvoir vraiment gérer le tout avec ça. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent les prêteurs? Mais premièrement, votre crédit. Qu'est-ce qui est votre carte de crédit? Fait que si vous ne savez pas c'est quoi votre carte de crédit, je vous recommande fortement d'aller le trouver. On a aussi fait un webinaire là-dessus. N'hésitez pas à aller contacter CCIP pour pouvoir avoir une copie de ça. Mais essentiellement, l'idée, c'est que
Si vous avez une cote de crédit très haute, vous n'aurez peut-être pas de coûts supplémentaires à payer. Tandis que moyen, bien, votre coût supplémentaire, en voulant dire des intérêts plus hauts, ça va être variable. Mais si vous avez une cote de crédit très basse, vos taux d'intérêt peuvent être élevés de plus de 1 à 2, même 3 Fait que, si vous voulez avoir un taux de crédit ou un taux d'intérêt, pardon, bas, vous voulez que votre cote de crédit soit haute et soit bonne. Et il y a des façons d'améliorer sa cote de crédit aussi. Fait que, allez regarder le webinaire sur le crédit, puis ça va vous guider avec ça. Fait que, crédit, cote de crédit. Deuxième chose, les dettes. Donc, c'est le ratio de dette, essentiellement. Combien de dettes vous avez, puis le taux d'effort total. Encore là, il y a beaucoup de chiffres, beaucoup de mots. Attendez, patientez un petit peu. Mais essentiellement, si j'aurais à faire un sommaire en images, les institutions financières veulent des gens qui ressemblent à ça. Des gens qui n'ont pas beaucoup de dettes, qui se sentent libérés et ou qui gèrent leurs dettes de façon très responsable et ça va bien, c'est fluide et il n'y en a pas d'inquiétude. Il n'y en a pas d'inquiétude. Les institutions ne veulent pas travailler avec les gens qui sont surchargés de dettes, que c'est lourd, qui ont de la difficulté à faire leur paiement. Okay? Ça peut-être semble évident, mais c'est ça. Voici les calculs pour trouver les taux d'effort partiel et les taux d'effort total. Okay? Donc, c'est regarder le paiement hypothécaire, plus les infos fonciers, plus le chauffage, divisé par le revenu annuel. L'objectif, c'est de ne pas dépasser 39 là-dessus. Sur l'autre côté, l'objectif, c'est pas de dépasser 44 Fait qu'écoutez, ça, c'est des calculs que les courtiers vont faire avec les informations que vous leur donnez. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi aller sur le site du gouvernement du Canada pour mettre vos propres chiffres pour trouver, faire les calculs par vous-même, pour avoir une idée de si vous êtes sur la bonne route ou non par rapport à ces taux-là. Très intéressant. C'est beaucoup de calculs, mais heureusement, on a des outils pour le faire. Bon, prochaine chose, le revenu. C'est sûr qu'il faut avoir un revenu. Hein? Fait, si on regarde les talons chèques de paie, on regarde les déclarations d'impôts, pour les travailleurs autonomes, des fois, il faut avoir des déclarations d'impôts sur 5 ans, des fois même 10 ans. Il faut faire preuve et montrer preuve de travail. Est-ce qu'on voit des choses qui peuvent être comme, par exemple, congé de maternité? Si vous êtes en congé de maternité à ce moment-là, le problème, c'est que votre revenu n'est pas aussi haut qu'il serait en temps normal. C'est tous ces petits détails-là qu'il faut regarder. Il faut faire les calculs pour voir si ça va bien fonctionner. Emploi, 2 ans ou plus d'emploi stable. C'est ça qu'on veut voir. C'est ça que les courtiers veulent voir. Les prêteurs veulent s'assurer que vous avez un emploi stable qui semble comme qui va continuer à la longue parce qu'ils veulent voir que vous avez un revenu qui va continuer. Ils vont vous demander pour des papiers. Beaucoup de papiers, beaucoup de paperasse. Heureusement, maintenant, presque tout est disponible en ligne. Fait que vous allez avoir vraiment à faire un dossier de PDF avec vos talons de paie, avec toutes vos choses des taxes, avec toutes vos informations de vos revenus, vos banques, etc. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de papiers, mais c'est pour ça que c'est très important d'être bien organisé. Et c'est pour ça que je vous le dis tout de suite, qu'est-ce que vous allez avoir à voir. Ensuite, vous allez pouvoir montrer des pièces justificatives pour vos actifs et vos passifs. Hein? Parce que oui, ils peuvent bien voir, faire le calcul de tout ça, mais vous devez évidemment confirmer exactement c'est quoi et ces comptes-là et d'où ça vient tout ça. La mise de fonds, ils vont vouloir savoir combien de mise de fonds vous avez et d'où ça vient. Ça, je trouve ça intéressant aussi. Puis, ils veulent la preuve. Parce que si c'est quelqu'un qui vous donne la mise de fonds, si c'est un cadeau, bien, ils vont avoir besoin de savoir ça. Est-ce que c'est de l'argent de parents? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous le donne? Des fois, ils vont avoir besoin d'une lettre de preuve que ça va donner cet argent-là. C'est encore d'autres papiers. D'autres papiers, vous faites les scans et vous vous assurez que c'est tout dans ce dossier-là. Ensuite,
La propriété. Vous avez peut-être une vision exceptionnelle de ce que vous voulez acheter. Vous voyez cette maison-là et vous dites, OK, moi, je suis très bon en construction. Je vois aussi, je vais mettre un jardin ici, il va avoir le hot tub en arrière, je vais faire ci, je vais faire ça. Le problème, c'est que beaucoup de prêteurs, ils n'aiment pas ça toujours, ces propriétés-là, hein, parce qu'ils vont envoyer un inspecteur pour savoir, tu sais, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est tout en bonne forme, et ils vont vraiment tout regarder parce qu'essentiellement, eux préfèrent prêter de l'argent pour une propriété qui ressemble à celle-là, disons. Parce que cette propriété-là, s'il y a quelque chose qui se passe qui ne vous fait pas rembourser votre hypothèque, mais cette propriété-là, ils peuvent la vendre. Hein? Fait qu'eux préfèrent donner de l'argent ou prêter de l'argent pour des propriétés sûres. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir une hypothèque pour des propriétés en développement, c'est juste un petit peu plus difficile. Donc, vous avez parlé à votre courtier, maintenant, vous allez trouver votre propriété. Realtor.ca, c'est disponible en anglais et en français. C'est merveilleux. Vous pouvez faire plein de recherches là-dessus. C'est sûr que vous pouvez toujours trouver aussi un agent qui va vous aider avec ça. Mais vos recherches au début peuvent se faire très facilement en ligne. Fait que vous allez trouver votre propriété. Ensuite, vous allez finaliser le prêt. Fait que vous avez préautorisé, mais ça ne veut pas dire que c'est finalisé. Fait que regardez ce document ici. OK. Le titre est en anglais, mais le restant est en français. Alors, prenez ça en photo. Ça, c'est toutes les différentes étapes et tous les documents spécifiques. Fait que préparez-vous mentalement pour ça. Vous allez avoir besoin de trouver beaucoup de choses pour finaliser le tout. Mais, puisque vous avez déjà passé à travers le processus de préautorisation et que vous avez créé un dossier avec tous ces documents-là, il y a de très bonnes chances que la plupart de ces documents-là, vous les avez déjà préparés. Il y a d'autres choses comme la lettre d'emploi, un talon de paye que vous voulez le plus récent. Ces choses-là, vous allez avoir à mettre à jour. Mais c'est beaucoup des mêmes documents que vous avez faits pour la préautorisation. C'est pour ça que c'est important d'être organisé au début. Alors, vous allez passer à travers tout ce processus-là et vous allez terminer les frais de clôture. Bon, je ne sais pas si vous avez déjà acheté une voiture neuve, ça. Mais la première fois que moi, j'ai acheté une voiture neuve et je suis assis pour finaliser le tout. Puis là, on me demande si je veux une assurance supplémentaire, puis on me demande si je veux un tel traitement anti-rouille ici. Puis tout à coup, j'ai des frais de clôture ou des frais supplémentaires auxquels je ne m'attendais pas. Il y a des frais supplémentaires auxquels vous n'allez pas vous attendre pour des maisons ou des propriétés locatives. Hein? Fait imaginez-vous juste un instant combien vous devez budgéter pour ça. Je vais vous donner une seconde pour vous mettre ça en tête. Vous pouvez le mettre dans le chat aussi si vous voulez. Combien vous pensez que ça va vous coûter? Okay. Prévoyez un budget d'au moins 1,5 % de l'achat de votre propriété. C'est très important parce que je ne veux pas que vous soyez surpris. Puis ça, c'est des fois, il y a certains de ces frais-là que vous pouvez ajouter sur l'hypothèque, mais il y a beaucoup de ces frais-là qui sortent de votre poche dans le moment aussi. Fait que vous devez vous préparer pour ces coûts-là. Donc, les frais juridiques, c'est certain que vous allez vouloir travailler avec un avocat pour s'assurer que tous les documents sont bien faits. Les droits de mutation immobilière, ça dépend vraiment de la province. Les inspections, l'évaluation, les impôts fonciers, la taxe provinciale, les frais de déménagement aussi, ça compte là-dedans. Bon, les frais de déménagement aussi, vous avez accès à des frais, des outils, c'est quoi le terme que je cherche? Bien, des bénéfices essentiellement à travers les forces armées pour vous aider avec ces frais de déménagement-là aussi. Mais c'est quand même dans votre tête quelque chose que vous devez faire le calcul. L'affaire aussi, c'est que certaines provinces donnent plus de rabais que d'autres. Fait ici, comme vous voyez, le bleu, c'est les rabais, puis le jaune, c'est essentiellement les frais, les taxes immobilières. Là. Fait que, tu sais, en Colombie-Britannique, c'est super parce que les frais sont presque tous remboursés, mais dans certaines autres provinces, ce n'est pas le cas. Fait que vous voulez toujours faire les calculs pour voir quel genre de frais de clôture vous allez avoir. Et ensuite,
vous avez fait tout ce travail et la maison vous appartient. C'est beaucoup de travail, c'est vraiment beaucoup de travail, je comprends, mais ça peut être un moment super excitant et c'est très important dans la vie de quelqu'un. Fait que ce qu'on vous conseille aussi de faire, c'est pas juste utiliser l'outil d'analyseur, location versus achat. On a aussi un analyseur juste d'achat. Je vais vous montrer, c'est très petit à l'instant, mais évidemment, vous pouvez aller dans le portail pour télécharger le document, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, mais essentiellement, vous pouvez utiliser ce document-là pour vous aider à savoir c'est quoi les frais de clôture, parce qu'il y a toutes les lignes là-dedans, les hypothèques, et aussi, si ça donne que vous utilisez cette propriété-là comme propriété locative, vous avez aussi une place pour mettre les revenus. Donc, c'est toutes les dépenses, c'est tous les revenus, et ça vous aide à savoir si c'est une propriété locative, si c'est rentable, si ça va vous faire de l'argent. Peut-être au début, non, mais souvent, vous allez voir à travers les années, oui, ça va changer. Et c'est juste pour voir pour l'achat d'une première maison, c'est un outil très intéressant pour vous aider à voir quelles dépenses vous allez avoir. Fait que vous n'allez pas être aussi surpris. C'est un outil super à télécharger. Fait quelles mesures vous allez prendre? Voici les étapes. C'est ça que vous allez faire. Vous allez faire vos calculs à l'aide de la calculatrice louer ou acheter dans le portail. Vous allez vous fixer un objectif réaliste pour épargner pour votre mise de fonds. Vous allez vous trouver un courtier pour vous aider avec la pré-approbation pour la prêt hypothécaire. Vous n'allez pas oublier de consulter tous les aides du gouvernement que vous pouvez avoir par rapport à votre achat. Et avant d'acheter, vous allez vraiment vous assurer que vous connaissez tous les détails des frais de clôture pour ne pas être surpris à la fin de tout ça. Alors, je sais que c'est beaucoup d'informations dans un moment très court, mais j'espère que ça vous a aidé à vraiment voir les étapes et à vous mettre un petit peu plus prêt pour l'achat de votre première maison ou de votre prochaine propriété locative. Donc, je vais regarder dans le chat pour voir s'il y a des questions, mais en attendant, je vous vois maintenant aussi que, pour vous inscrire au portail, si vous n'avez pas accès au portail ou aux outils de Enriched Academy, voici le code QR. J'ai aussi mis le lien dans le chat. Et pour connecter avec CCIP, vous pouvez vous fixer un rendez-vous dès maintenant avec un des financiers ou des conseillers. Et voici le lien. J'ai aussi mis le lien dans le chat, mais le code QR est là. Bon. Je regarde les questions. Martin, ça va? Oui, je veux juste rajouter quelques petits commentaires. Oui, super bonne information, comme toujours. Merci. J'aimerais juste rajouter, quand on parlait en tant qu'acheteur de première maison, qu'il y a une exception à ça comme toute chose. Donc, dans le fond, pour la plupart des programmes, surtout c'est important pour les gens qui vont en dehors du pays pour plusieurs années. Donc, si vous n'êtes pas propriétaire d'une maison pour les derniers 4 ans, donc on requalifie comme premier acheteur à ce moment-là. Oui, c'est vrai. Donc, ça, c'est important de se rappeler de ça. Au niveau d'information crédit, encore une fois, excellent. La chose qu'il faut faire attention, donc oui, notre code de crédit, toute l'information est bonne, c'est de faire attention au type de crédit, dans le sens que la plupart du temps, les agents immobiliers vont regarder pour au moins une carte de crédit et un deuxième type de crédit, donc une marge ou quelque chose du genre. Donc, des fois, on peut avoir un prêt automobile, on a une super bonne cote de crédit, puis là, on se demande pourquoi non. C'est parce que les autres, ils veulent voir une carte de crédit au moins minimum. C'est pour montrer qu'on est capable de bien gérer plusieurs différents véhicules de crédit, c'est ça? Exactement. Et il faut toujours se rappeler que ça prend au moins 1 an pour considérer un nouveau produit de crédit comme établi. Donc, il faut y penser en avance. Puis probablement, la dernière chose, quelque chose que j'ai vu malheureusement plusieurs fois, on préautorise pour notre hypothèque et puis tout ça. Et puis là, là, on pense qu'on va avoir besoin des meubles, puis un frigidaire, puis tout ça. C'est que là, on est préautorisé, puis là, on va faire plein d'achats parce qu'on planifie pour la maison. Puis souvent, les gens vont prendre des plans pas de paiement ou choses du genre. Puis là, on arrive à la clôture,
Puis là, ben, l'histoire change parce que là, on a changé notre information au niveau crédit. Donc, il faut faire très attention pour ne pas augmenter nos dettes puis faire nos dépenses avant que l'hypothèque soit terminée comme telle, parce que là, ça peut nous jouer des mauvais tours que j'ai vus dans le passé. Donc, tous nos achats d'immeubles et puis tout ça, il faudrait les faire après que la maison est fermée comme telle. Parce que j'ai vu des situations. Parce qu'il peut y avoir quand même un écart assez important entre la préautorisation et la termination, la finalisation de l'hypothèque telle qu'elle. Fait que votre situation financière peut changer quand même considérablement dans ce temps-là. Exactement. Donc, j'ai vu malheureusement des situations où que les gens avaient fait plusieurs achats, puis là, la banque est venue, ben là, ça ne qualifie plus pour 400 000, c'est juste 350. Ben là, c'est un gros problème. Oui, c'est un peu différent. C'est une petite différence. Moi, j'ai une question parce que moi, je ne suis pas militaire, je ne comprends pas nécessairement la vie militaire. Je le sais que beaucoup de Canadiens, en ce moment, l'idée d'acheter, c'est juste pas possible. Il y a beaucoup de gens qui se disent, bon, je vais louer pour le restant de ma vie. Mais quand on est quelqu'un qui sait qu'il ne sera pas dans la même place régulièrement, est-ce que les gens militaires, c'est plus stable de pouvoir acheter à chaque fois ou louer? Est-ce que j'imagine que ça dépend, ça va être ta réponse, là, mais comme y a-t-il une tendance qui se produit récemment? Là, tu es tout à fait d'accord. La réponse, c'est ça dépend. Dans le sens que la personne qui a eu l'opportunité d'acheter une maison, bon, OK, là, peut-être qu'ils déménagent, là, ils ont l'opportunité, ils vendent, puis là, tu as de l'équité qui rentre, puis ils ont toujours quelque chose pour faire un down pour la prochaine. C'est juste, comme tout le monde, d'avoir la première maison. Puis à partir de là, ben là, ça dépend. Les gens, il y en a qui partent pour 5-6 ans, mais ils veulent revenir à la même province. Donc, ils vont peut-être garder la maison, louer, choses du genre. Mais là, ça dépend des budgets de chaque individu, de où ils vont aller. Donc, c'est toujours une question difficile. Je pense pour les gens qui déménagent comme ça, dépendant de leur but à long terme. C'est encore un endroit où on peut aider à avoir les discussions, faire des plans, créer des budgets selon les circonstances pour voir de quoi ça a l'air. C'est quelque chose qu'on fait définitivement pour les membres pour essayer de figurer qu'est-ce qui fait le plus de sens. Est-ce qu'on vend? Est-ce qu'on la loue? Ça va être quoi les risques, les choses du genre? Parce que oui, je veux dire, c'est pour moi qui vis à Ottawa, je vais rester ici pour longtemps, je ne me vois pas déménager. Planification à long terme, c'est quand même du travail, mais il n'y a pas autant de variables. Fait que je trouve ça vraiment intéressant que les conseillers accessibles ont vraiment une compréhension assez importante de toutes ces variables-là. Parce que ce n'est pas un processus de planification à long terme qui a comme vraiment une ligne directrice directe. C'est bien de pouvoir travailler avec quelqu'un qui peut regarder toutes les mais là, cette exception-là, puis cette exception-là. C'est une chance, disons, parce que c'est beaucoup de travail, ça. En même temps, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'en tant que membre aussi, quand ils se font, s'ils ont un posting à ce moment-ci, puis il faut qu'ils déménagent, il y a plusieurs bénéfices à ce moment-ci que les membres qualifient pour aider avec certains des coûts qui viennent avec les déménagements. Donc, il y a certaines choses qui rentrent en jeu à ce moment-ci qui est spécial en tant que membre. Parfait. Excellent. Mais écoute, je ne vois pas d'autres questions. Je crois qu'on a tout couvert. Je vous remercie beaucoup d'être avec nous encore aujourd'hui. On a d'autres webinaires qui s'en viennent, je crois, au mois de mars par rapport aux assurances. Je le sais que ce n'est pas toujours le sujet le plus excitant, mais je vous promets, moi je trouve ça, depuis que je fais des recherches là-dessus, moi je trouve ça très intéressant maintenant. Fait que je vais faire mon beau possible pour vous rendre ça le plus intéressant possible, je vous l'assure. Alors, si vous avez des questions, les liens sont là pour la financière CCIP, les codes QR sont là pour CCIP et pour nous contacter. Et je vous remercie encore et je vous souhaite une bonne journée. Okay? Merci beaucoup.
Bonjour tout le monde. Désolée pour le tout petit retard. C'est toujours comme ça quand on a des petits pépins techniques. J'espère que ça va bien tout le monde. Je vais juste vérifier en guise de m'assurer que tout va bien. Est-ce que vous voyez toujours ma présentation et vous m'entendez? Vous me voyez bien? Je crois que oui. OK, excellent, excellent. Alors, je me présente. Je suis Nathalie Joy-Kennel. Je suis la directrice académique ici à Enriched Academy. Ça me fait plaisir de vous présenter un petit webinaire sur le monde qui peut être assez mêlant de l'immobilier et les investissements immobiliers. Je vais essayer de vous présenter un survol quand même assez détaillé, même pour vous vraiment vous aider dans les prochaines étapes, soit d'achat d'une maison ou achat de propriété supplémentaire. Avec moi aujourd'hui, j'ai Martin Carrette de la financière CCIP. Je suis très contente qu'il soit là. Salut Martin, ça va bien? Bonjour, bonjour, oui, ça va bien, merci. Oui, tu me vois bien, tu vois tout bien, il n'y a pas de problème? Oui, tout est beau. Super, merci. Bien, écoute, Martin, je vais faire ma présentation. S'il y a quoi que ce soit pendant que tu veux supplémenter, n'hésite pas à parler. J'aime ça quand tu contribues. Puis à la fin, on va ouvrir pour des questions, puis on jasera à la fin pour une petite période de questions. Ça va? Fantastique. Donc, parfait. Yeah, OK, parfait, merci. Alors, on va vraiment se lancer dans le tout. Vous voyez un petit à propos de nous ici à Enriched Academy. Nous sommes une compagnie de littératie financière qui fait partenariat essentiellement avec la financière accessible pour donner de l'éducation financière à tous les membres. Donc, on est très choyés de pouvoir faire ça. Essentiellement, on sait que la plupart des Canadiens souffrent un stress financier assez haut qui contribue évidemment à un stress général à la vie. Et au-delà de ça, si vous vivez déjà un stress dans votre travail qui est, disons, un petit peu plus haut que la norme, nous, on veut vraiment s'assurer qu'on vous donne les outils nécessaires pour pouvoir enlever des défis, des niveaux de stress, pour que vous puissiez vous concentrer sur les choses qui sont importantes pour vous et à votre contribution que vous faites à notre pays, qu'on vous remercie beaucoup pour tout le travail que vous faites. Alors, c'est ça qu'on fait. On a des cours, on a des webinaires, on fait plein de choses. Je vais vous en parler un petit peu au fur et à mesure qu'on avance. Mais avant de vraiment se lancer dans le contenu, je veux vraiment vous confirmer que, évidemment, c'est abus d'éducation, abus d'information. Mais parce que chaque individu a vraiment des circonstances individuelles, en fait de finances, en fait de besoins, en fait de même où ils vivent, puis par rapport à ce que vous faites, vous avez quand même des circonstances de travail et de déménagement et de tout ça quand même assez précises. Alors, prenez ces informations pour vous éduquer et ensuite allez consulter d'autres experts pour vous aider à prendre les questions ou les décisions importantes. Et je vous recommande, évidemment, d'aller consulter la financière CCIP parce que vous êtes tellement chanceux d'avoir un organisme et un groupe de conseillers qui connaissent bien votre vie militaire. Donc, ils ne sont pas juste là pour les assurances, ils sont là pour la planification financière à court et à long terme, gérer les dettes, gérer les épargnes, les investissements et tout ça. Et vraiment, ces gens-là, la financière CCIP existe partout au Canada. Et s'il n'y a pas un bureau dans votre ville ou dans votre village, disons, c'est pas grave. Il y a beaucoup d'outils en ligne, de rencontres en ligne qui peuvent se faire. Essentiellement, ils sont là pour vous. C'est un outil quand même exceptionnel. Je vous trouve très chanceux d'avoir ça. Je vous recommande fortement d'y consulter le plus que vous pouvez. Alors, les prêts hypothécaires et le processus d'achat de propriété. Écoute, il y a beaucoup de P et de R dans la présentation aujourd'hui, fait que on va voir comment ça va aller. Bon, qu'est-ce que vous allez apprendre aujourd'hui? Vous allez faire une analyse de la location par rapport à l'achat. On va voir comment fonctionne le processus d'achat. Je vais retourner pour faire ça, que vous voyez quand même toute la liste. Comment fonctionne le processus vraiment de A à Z. Je vais y aller en détail. Ce que font les courtiers en prêt hypothécaire, juste pour vous préparer un peu avec ça, et comment accéder plus rapidement à votre propre propriété ou à une propriété locative. Juste par curiosité, combien d'entre vous ont déjà une propriété?
Fait que ce que je trouve intéressant aussi par rapport je vais regarder dans le chat pour voir s'il y a des réponses. Essentiellement, ce que je trouve intéressant par rapport à la vie militaire, que moi, je n'ai jamais vécu, c'est l'idée qu'il y a de bonnes chances que vous allez avoir à déménager souvent dans votre carrière. Ce n'est pas tous d'entre vous qui ont cette vie-là, mais c'est quand même quelque chose qui vient très facilement avec la vie militaire. Fait que le questionnement de est-ce qu'on s'achète une maison dans la nouvelle ville, est-ce qu'on loue, qu'est-ce qu'on fait, c'est quand même encore plus complexe pour vous que, disons, le Canadien général. Donc, c'est à peu près un mix. Il y a des gens qui ont des propriétés, il y a des gens qui n'en ont pas. Écoutez, j'espère qu'aujourd'hui, ça va vous aider à décider si c'est important pour vous. Donc, le coût moyen d'une propriété au Canada, en général, c'est 730 000 d'après les chiffres de décembre 2023. Fait que ça change tout le temps. OK? Premièrement, ça change tout le temps. Puis vous regardez probablement ce 730 puis faites « Oh wow, c'est beaucoup, c'est grand ». Vous avez raison. Cependant, l'idée, c'est que les prix moyens, comme il y a de la fluctuation assez grande partout au Canada. D'où vous vivez, d'où vous voulez aller vivre pour votre travail ou pour le plaisir, va varier beaucoup, tout dépendant du coût de vie et du coût d'achat d'une maison. Fait que vous voyez ici les prix moyens. C'est que ça peut sembler, pour beaucoup de gens, que ce n'est pas faisable. Puis pour certaines personnes, c'est vraiment le cas. Mais ce que je trouve intéressant, c'est en jasant avec notre cofondateur J.C. Brooke, qui fait la présentation en anglais aujourd'hui, justement, lui, il a beaucoup de propriétés locatives. Puis, il a fait une recherche récemment sur realtor.ca qui est disponible en anglais et en français ici, mais je crois que l'image ici est peut-être en anglais en ce moment. Mais l'idée, c'est qu'il a fait une recherche pour voir combien de propriétés au Canada on pourrait acheter en bas de 100 000 $. Et je pense, d'après ici, il y en avait à peu près 1 500, au-dessus de 1 000 $. Est-ce que c'est des propriétés exceptionnelles? Non. Des fois, il y a des diamants là-dedans, mais l'idée, c'est qu'on a le sens qu'on ne pourra jamais acheter, mais il y a quand même une variété dans les prix. Une variété, une grande différence de prix par rapport à maison attachée, maison détachée, petit village, ville. Il y a tellement de variétés, surtout au Canada, parce qu'on est un grand pays et on a beaucoup de différents types de marchés ici au Canada. C'est vraiment essayer de comprendre aussi où vous allez vivre et comment ce lieu-là va affecter les propriétés. Vous allez voir ici les prix moyens de propriété. On a toujours tendance à avoir un peu peur, investissement, propriété, toutes ces choses-là, parce qu'on se sent comme ça monte et ça baisse, puis que ce n'est pas prévisible. En quelque part, on ne peut pas prévoir le futur, c'est sûr. Mais même avec des hausses et des basses, je suis certaine que vous avez vécu ça aussi, juste après la pandémie, hein, il y a eu comme une grosse hausse des prix. Là. Ça coûtait tellement cher acheter une maison partout au Canada. Puis là, maintenant, on est comme sur une baisse. Même avec tous ces hauts et ces bas-là, nous, on a vu que la croissance moyenne sur chaque 5 ans, c'est à peu près 6 %. Fait que l'idée, c'est que même s'il y a des hauts et des bas, on peut dire que l'immobilier, c'est quand même un investissement assez sûr parce que si on le tient à long terme, évidemment, ça peut passer à travers les hauts et les bas pour avoir une croissance moyenne, qu'on dirait au Canada, à peu près 6 %. Puis 6 %, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc, si on regarde par rapport à d'autres, je ne sais pas si c'est tous des investissements parce que ce n'est pas, mais c'est d'autres places où on peut mettre notre argent. On va juste dire ça comme ça. Fait que si vous aviez 100 $ que vous mettez dans un compte chèque, bien, dans un an, là, pas dans un an, pardon, la valeur actuelle, là, ça serait 100 $ parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Bon, vous ne faites pas d'argent là-dessus. Un compte épargne, 1,5 %, vous avez 443 $. Obligation, la moyenne, c'est vers 5 %, vous allez avoir 13 150 $. L'immobilier, comme je vais vous dire, c'est à peu près 6 %. Fait que vous allez avoir 33 930. Les actions, c'est à peu près 8 %. Encore là, c'est quand même assez haut, ça.
Fait que, vous voyez, ça monte et ça monte et ça monte. Mais les immeubles locatifs, ce qui peut être très utile par rapport à ça, c'est que c'est très facile d'obtenir un taux de croissance assez haut, surtout si on garde cette propriété-là à long terme. Parce que les immeubles locatifs veut dire qu'on a un revenu qui rentre, donc on peut payer l'hypothèque plus vite. Souvent, c'est le cas que les gens font. Donc, le taux de croissance, le taux de retour sur votre investissement peut être, d'après Jay et ses propriétés dans les 20 dernières années, 10 et plus. OK? Fait l'idée, c'est que vous avez peur, est-ce que je devrais rentrer est-ce que je devrais m'acheter une maison, est-ce que je devrais m'acheter une propriété locative? Écoute, règle générale, même si les marchés bougent, changent, il y a beaucoup de fluctuations, l'idée, c'est que c'est quand même un marché positif. C'est quand même, on peut dire, un investissement sûr. Mais est-ce qu'on doit acheter? C'est pas pour tout le monde. Hein? C'est pas pour tout le monde. Puis aussi, c'est juste des fois, financièrement, ça ne marche pas pour tout le monde. Et aussi, pour les circonstances de vie, ça ne marche pas pour tout le monde. Il y a plusieurs livres, je dirais le Wealthy Renter de Alex Avery, c'en est un qui est très intéressant, que je vais vous recommander de consulter. L'autre chose que je vous recommanderais de consulter, c'est l'analyseur de location et d'achat d'Enriched Academy. C'est un des outils téléchargeables auxquels vous avez accès gratuitement dans le portail éducatif d'Enriched Academy dans notre partenariat avec CECIP. Donc, si vous n'avez pas déjà accès à ça, je vais vous montrer les liens et tout ça. Je les ai déjà mis dans le chat, justement, pour pouvoir accéder à votre outil. C'est juste l'étape prochaine naturelle après avoir fait un webinaire. Hein? Vous faites le webinaire et ensuite, vous rentrez dans le portail, vous faites d'autres cours, quelques vidéos, des visionnements, et ensuite, vous utilisez les outils pour mettre en pratique ces choses-là. Et vous n'avez pas créé, les outils sont là, sont déjà là. De plus, il y a un outil budgétaire de la financière CECIP qui a vraiment tous les détails spécifiques qui ont rapport avec vous et vos dépenses et vos revenus. C'est très formidable. Alors, je vous recommande fortement de le faire, mais on a créé déjà un outil pour vous. Vous pouvez faire les calculs directement ici pour voir si l'achat ou la location convient le mieux à vous et votre situation. Je vous recommande fortement de le faire. Mais disons, OK, vous avez fait le calcul, c'est comme non, je suis prête, je veux une maison, je vais vous dire comment le faire. Alors, il y a un processus assez détaillé. La première fois que moi j'ai acheté une maison, j'avais aucune idée du niveau de complexité. Je vais essayer d'expliquer le tout dans des termes assez simples, mais aussi quand même pour vous préparer au niveau de complexité. Parce que c'est important quand même de savoir exactement en quoi vous rentrez et de comprendre les termes et tous les petits détails. Alors, je vais essayer d'être aussi précis que je peux. Première chose, c'est épargner pour une mise de fonds. Fait, par exemple, pour une propriété de 500 000 on pourrait mettre, on s'envisage une mise de fonds de 20 Une mise de fonds de 20 c'est 100 000 Ce n'est pas tout le monde qui a 100 000 dans son tiroir pour faire une mise de fonds. Fait que ça peut être très intimidant de faire ça. Après une mise de fonds de 100 000 ça veut dire que vous avez un prêt hypothécaire de 400 000. C'est comme ça que ça fonctionne. Essentiellement, si la propriété coûte un certain montant, vous payez une mise de fonds et le restant, c'est un prêt à long terme. 20 c'est la norme si vous avez acheté une propriété locative. Si vous ne vivez pas dans la propriété, la mise de fonds, c'est 20 Mais si vous vivez dans la propriété, il y a d'autres options pour vous. Fait que souvent, on peut voir une mise de fonds de 5 Donc, 25 000 c'est beaucoup plus facile. Vous ne l'avez peut-être pas dans votre tiroir, mais ça s'obtient. Hein? Puis, vous faites ça à travers le billet d'une assurance de prêt hypothécaire. Hein? Fait que vous payez un 3,8 Fait que oui, vous allez quand même le payer, cette mise de fonds-là, mais vous le faites à travers la guise d'une assurance que vous payez comme à long terme. Dans ce cas-là, votre prêt hypothécaire est de 494. Fait que l'hypothèque, c'est 98,8 Fait que
L'idée, là, puis pensez-y, là, avez-vous un objectif précis quant à la date à laquelle vous achèterez votre première propriété? Parce qu'on a tendance à faire, oui, je veux acheter une maison, oui, je veux m'acheter un appartement, un condo, puis quand j'aurai la mise de fonds, je vais le faire. Mais si on ne se fixe pas une date précise, on a tendance à pas à se concentrer sur le but. Puis ça marche pour tout, évidemment. T'sais, se fixer des objectifs, avoir un but précis, ça motive toutes tes décisions. Prenez une petite photo, un petit screen capture de ce que vous voyez ici, parce que ça va être la feuille de calcul qui va vous aider à savoir si vous allez pouvoir faire votre mise de fonds dans le temps que vous voulez. Donc, vous allez prendre ça comme exemple. Disons, je vais avoir 30 ans quand j'ai... oh boy, 30 ans, c'est il y a longtemps ça, mais bon. J'aimerais avoir 30 ans quand j'achète ma première propriété. Aujourd'hui, j'ai 25 ans, donc j'ai 5 ans à économiser. Je pense que j'aimerais acheter une propriété de 500 000 $. Je vais vous montrer aussi comment regarder ces prix-là plus tard. Mise de fonds requise avec un versement initial de 5 ça serait 25 Je n'ai rien épargné à date. Montant qui est requis, ça veut dire que j'ai besoin de 25 000 $. Combien dois-je épargner par année? Fait que vous prenez le 25 000 divisé par les 5 années, ça vous donne 5 000. Fait que 5 000 $ par année. Ce que ensuite, vous regardez, c'est combien d'argent vous gagnez dans l'année. Donc, 50 000. Ça vous indique, avec ces calculs-là, que vous devez économiser 10 de votre salaire à mettre en épargne pour votre mise de fonds. Fait que c'est un calcul assez simple. Mais si on ne prend pas le temps de le faire et de se fixer l'objectif et de faire, écoute, c'est ça que je fais, ça ne se fera pas. Hein? Fait que je vous encourage fortement à passer à travers ce processus-là et même faire des économies automatiques. Aussitôt qu'il y a de l'argent qui rentre, il y a comme le 10 qui s'en va par ici dans un autre compte pour vos épargnes. Ça va vous aider beaucoup à vous préparer pour votre mise de fonds. Mais écoutez, mise de fonds, oui, ça prend du travail, oui, ça peut être difficile et à long terme, mais il y a d'autres soutiens auxquels vous avez accès qui pourraient vous aider. Ça ne vous économise pas des millions de dollars, mais ça va quand même avoir un impact assez important. Je vais vous en donner les petits détails là-dessus pour l'instant, mais je vous recommande fortement d'aller sur les sites du gouvernement du Canada, les sites du Service Canada et tout ça, pour avoir les détails très précis. Mais règle générale, essentiellement, il y a des crédits d'impôt. Le premier, crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation. C'est votre première maison. Vous pouvez avoir un rabais. Quand vous faites vos impôts, une fois par année, parce que vous faites toujours vos impôts une fois par année, oui, merci. Alors, à ce moment-là, vous allez mettre l'achat de votre maison comme note sur votre rapport et vous allez pouvoir avoir un crédit d'impôt. Faut que vous résidez dans la propriété au moins d'1 an. Ça peut être utilisé même pour une propriété qui existe ou même en construction, ça c'est parfait. Mais il faut évidemment que ça soit votre première propriété, OK? Fait que, par exemple, ici, vous pouvez épargner 1 500 $ sur vos impôts. C'est correct, ça se prend bien. Autre chose qu'on a, c'est le régime d'accession à la propriété ou le RAP. Essentiellement, ça, c'est un outil qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, qu'ils peuvent utiliser, puis c'est quand même exceptionnel. L'idée, c'est qu'en quelque part, vous prenez un prêt sur votre propre REER. Donc, si vous avez un REER qui est quand même très bien fourni et votre partenaire aussi a un REER très bien fourni, vous pouvez prendre un prêt sur cet argent-là sans pénalité. Donc, vous prenez de l'argent de votre REER et vous pouvez le mettre sur votre mise de fonds. Entre 30 à 35 000 par personne, donc 70 000. C'est quand même assez pour une mise de fonds, ça. L'idée, c'est qu'ensuite, sur les prochaines 15 années, vous devez rembourser ce montant-là dans votre REER. Vous faites un prêt sur vous-même, mais vous devez absolument rembourser cet argent-là. C'est un programme très intéressant et si vous avez déjà un REER qui est comme bien rempli puis que vous n'êtes pas près de la retraite bientôt, ça peut être un outil très facile pour faire votre mise de fonds.
Autre option que nous avons, c'est le compte épargne libre d'impôt pour l'achat d'une propriété. Ça, c'est vraiment nouveau d'ici de 2023. Fait qu'on va faire plus de détails là-dessus dans un autre webinaire plus tard. Mais l'idée, c'est que ça permet aux résidents canadiens de 18 à 71 ans, essentiellement d'utiliser un compte épargne libre d'impôt ou un CELI pour l'achat de leur première propriété. Donc, 8 000 $ par an au maximum. Il n'y a pas d'impôt sur la croissance ou les intérêts. Essentiellement, tous les outils exceptionnels ou tous les bénéfices d'un CELI s'appliquent ici. Mais évidemment, le compte doit être clôturé dans l'année qui suit et utilisé dans les 15 ans qui suivent son établissement. Il y a plein de petits détails, là, mais c'est une autre façon de pouvoir économiser pour une mise de fonds sans vraiment avoir à payer beaucoup de taxes. Et ça gère tout ça assez bien. Un autre outil exceptionnel. Bon. Fait que vous avez épargné pour votre mise de fonds. C'est bien. Étape numéro 1, c'est fait. Étape numéro 2, vous allez parler à un courtier hypothécaire pour obtenir une préautorisation. C'est quoi un courtier hypothécaire? Essentiellement, c'est un agent intermédiaire. C'est quelqu'un qui a accès à tous les banques, tous les services de prêt. Ils vont pouvoir regarder qu'est-ce qui est offert et qu'est-ce qui fonctionnerait bien pour vous. Différents types d'intérêts, variables, non variables, différents termes. Parce que si vous aviez à aller à chaque institution, ça vous prendrait beaucoup de temps. Tandis qu'ici, vous avez un agent intermédiaire qui le fait pour vous. Il consulte, il regarde vos informations, il regarde tout d'après vos bases, votre situation financière et vous indique le maximum que vous pouvez vous permettre d'avoir, c'est X. C'est très important de passer à travers ce processus-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui, oui, ils sont peut-être en train d'épargner pour leur mise de fonds, c'est super, mais ils oublient que peut-être leur situation financière n'est pas parfaite encore par rapport à leur code de crédit ou les choses comme ça. Ils ne sont peut-être pas acceptés pour leur hypothèque. Fait que même si vous avez une mise de fonds, si vous ne pouvez pas obtenir une hypothèque, vous ne pouvez pas acheter, à moins que vous avez comme tout l'argent en cash. Donc, c'est très, très, très utile. Puis, vous voulez avoir la préautorisation parce que aussi, ça va permettre aux gens qui négocient avec vous pour l'achat d'une maison d'être encore plus confiants à vouloir vous le vendre parce que vous êtes déjà préautorisé. Voici quelques questions qu'on vous recommande fortement de poser parce que vous pouvez jaser avec plusieurs différents courtiers pour voir qu'est-ce qui va être un bon match pour vous. Comme des conseillers financiers, comme n'importe quel conseiller finalement, on vous recommande toujours de parler à plusieurs personnes. Puis ce qu'on sait aussi avec la financière CC, c'est si jamais vous travaillez avec quelqu'un pour la planification financière, puis ce n'est pas un bon match de personnalité ou d'intérêt, mais c'est pas grave, vous pouvez toujours demander à travailler avec quelqu'un d'autre et ça se fait très facilement. Fait que vous devez prendre l'initiative pour vous trouver quelqu'un qui va être un bon match. Donc, les courtiers en prêt hypothécaire, juste pour confirmer, la financière CCIP ne vend pas d'hypothèque, mais je parle juste de l'idée du fait que n'importe qui que vous travaillez avec, vous voulez vraiment vous assurer que la communication est claire et que c'est un bon match en fait de personnalité. Mais écoutez, prenez une petite photo de ces questions-là, assurez-vous de faire sûr que ces gens-là qui travaillent avec vous ont vraiment les capacités, les informations nécessaires pour faire une job intéressante. Je sais que dans le bon vieux temps, peut-être même pas tant que ça, dans le vieux temps, on allait juste directement à notre banque. Et ça se fait toujours ça. Puis, en effet, BMO a des hypothèques spécialement pour les gens qui sont dans les forces armées. Donc, si vous voulez tout de suite aller à BMO, voir les informations et voir ce qu'ils peuvent vous proposer, ça se fait très bien aussi. Vous n'êtes pas obligé de passer à travers un courtier hypothécaire, mais on vous recommande de voir qu'il n'y a pas juste une façon de procéder. Vous avez le choix. Vous pouvez voir un peu partout. Mais si vous voulez vraiment parler à une institution qui a comme un programme spécifiquement pour vous, mais ça serait BMO que vous voudriez consulter. Alors,
Ce que cherchent les prêteurs, puis je vais vous le dire tout de suite, là, les prochaines diapos, là, il y a bien du texte. Il y a beaucoup de texte, mais c'est pas si complexe. Fait que, prenez des photos, vous allez aussi avoir l'enregistrement, vous allez pouvoir vraiment gérer le tout avec ça. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent les prêteurs? Mais premièrement, votre crédit. Qu'est-ce qu'est votre carte de crédit? Fait que si vous ne savez pas c'est quoi votre carte de crédit, je vous recommande fortement d'aller le trouver. On a aussi fait un webinaire là-dessus. N'hésitez pas à aller contacter Cécile pour pouvoir avoir une copie de ça. Mais essentiellement, l'idée, c'est que si vous avez une cote de crédit très haute, vous n'aurez peut-être pas de coûts supplémentaires à payer. Tandis que moyen, bien, votre coût supplémentaire, en voulant dire des intérêts plus hauts, ça va être variable. Mais si vous avez une cote de crédit très basse, vos taux d'intérêt peuvent être élevés de plus de 1 à 2, même 3 Fait que, si vous voulez avoir un taux de crédit ou un taux d'intérêt, pardon, bas, vous voulez que votre cote de crédit soit haute et soit bonne. Et il y a des façons d'améliorer sa cote de crédit aussi. Fait que, allez regarder le webinaire sur le crédit, puis ça va vous guider avec ça. Fait que, crédit, cote de crédit. Deuxième chose, les dettes. Donc, c'est le ratio de dette, essentiellement. Combien de dettes vous avez, puis le taux d'effort total. Encore là, il y a beaucoup de chiffres, beaucoup de mots. Attendez, patientez un petit peu, mais essentiellement, si j'aurais à faire un sommaire en images, les institutions financières veulent des gens qui ressemblent à ça. Des gens qui n'ont pas beaucoup de dettes, qui se sentent libérés et ou qui gèrent leurs dettes de façon très responsable et ça va bien, c'est fluide et il n'y en a pas d'inquiétude. Il n'y en a pas d'inquiétude. Les institutions ne veulent pas travailler avec les gens qui sont surchargés de dettes, que c'est lourd, qui ont de la difficulté à faire leur paiement. Okay? Ça peut-être semble évident, mais c'est ça. Voici les calculs pour trouver les taux d'effort partiel et les taux d'effort total. Okay? Donc, c'est regarder le paiement hypothécaire, plus les infos fonciers, plus le chauffage, divisé par le revenu annuel. L'objectif, c'est de ne pas dépasser 39 là-dessus. Sur l'autre côté, l'objectif, c'est pas de dépasser 44 Fait qu'écoutez, ça, c'est des calculs que les courtiers vont faire avec les informations que vous leur donnez. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi aller sur le site du gouvernement du Canada pour mettre vos propres chiffres pour trouver, faire les calculs par vous-même, pour avoir une idée de si vous êtes sur la bonne route ou non par rapport à ces taux-là. Très intéressant. C'est beaucoup de calculs, mais heureusement, on a des outils pour le faire. Bon, prochaine chose, le revenu. C'est sûr qu'il faut avoir un revenu. Hein? Fait, si on regarde les talons chèques de paye, on regarde les déclarations d'impôts, pour les travailleurs autonomes, des fois, il faut avoir des déclarations d'impôts sur 5 ans, des fois même 10 ans. Il faut faire preuve et montrer preuve de travail. Est-ce qu'on voit des choses qui peuvent être comme, par exemple, congé de maternité? Si vous êtes en congé de maternité à ce moment-là, le problème, c'est que votre revenu n'est pas aussi haut qu'il serait en temps normal. C'est tous ces petits détails-là qu'il faut regarder. Il faut faire les calculs pour voir si ça va bien fonctionner. Emploi, 2 ans ou plus d'emploi stable. C'est ça qu'on veut voir. C'est ça que les courtiers veulent voir. Les prêteurs veulent s'assurer que vous avez un emploi stable qui semble comme qui va continuer à la longue parce qu'ils veulent voir que vous avez un revenu qui va continuer. Ils vont vous demander pour des papiers. Beaucoup de papiers, beaucoup de paperasse. Bon, heureusement, maintenant, presque tout est disponible en ligne. Fait que vous allez avoir vraiment à faire un dossier de PDF avec vos talons de paie, avec tous vos choses des taxes, avec toutes vos informations de vos revenus, vos banques, etc. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de papiers, mais c'est pour ça que c'est très important d'être bien organisé. Et c'est pour ça que je vous le dis tout de suite, qu'est-ce que vous allez avoir à voir. Ensuite, vous allez pouvoir montrer des pièces justificatives
pour vos actifs et vos passifs, hein, parce que oui, ils peuvent bien voir, faire le calcul de tout ça, mais vous devez évidemment confirmer exactement c'est quoi et ces comptes-là et d'où ça vient tout ça. La mise de fonds, ils vont vouloir savoir combien de mise de fonds vous avez et d'où ça vient. Ça, je trouve ça intéressant aussi. Puis, ils veulent la preuve. Parce que si c'est quelqu'un qui vous donne la mise de fonds, si c'est un cadeau, bien, ils vont avoir besoin de savoir ça. Est-ce que c'est de l'argent de parents? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous le donne? Des fois, ils vont avoir besoin de lettres de preuve que ça va donner cet argent-là. C'est encore d'autres papiers. D'autres papiers, vous faites les scans et vous vous assurez que c'est tout dans ce dossier-là. Ensuite, la propriété. Vous avez peut-être une vision exceptionnelle de ce que vous voulez acheter. Vous voyez cette maison-là et vous dites, OK, moi, je suis très bon en construction. Je vois aussi, je vais mettre un jardin ici, il va avoir le hot tub en arrière, je vais faire ci, je vais faire ça. Le problème, c'est que beaucoup de prêteurs, ils n'aiment pas ça toujours, ces propriétés-là, hein, parce qu'ils vont envoyer un inspecteur pour savoir, tu sais, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est tout en bonne forme, et ils vont vraiment tout regarder parce qu'essentiellement, eux préfèrent prêter de l'argent pour une propriété qui ressemble à celle-là, disons. Parce que cette propriété-là, s'il y a quelque chose qui se passe qui ne vous fait pas rembourser votre hypothèque, mais cette propriété-là, ils peuvent la vendre. Hein? Fait qu'eux préfèrent donner de l'argent ou prêter de l'argent pour des propriétés sûres. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir une hypothèque pour des propriétés en développement, c'est juste un petit peu plus difficile. Donc, vous avez parlé à votre courtier, maintenant, vous allez trouver votre propriété. Realtor.ca, c'est disponible en anglais et en français. C'est merveilleux. Vous pouvez faire plein de recherches là-dessus. C'est sûr que vous pouvez toujours trouver aussi un agent qui va vous aider avec ça. Mais vos recherches au début peuvent se faire très facilement en ligne. Fait que vous allez trouver votre propriété. Ensuite, vous allez finaliser le prêt. Fait que vous avez préautorisé, mais ça ne veut pas dire que c'est finalisé. Fait que regardez ce document ici. OK. Le titre est en anglais, mais le restant est en français. Alors, prenez ça en photo. Ça, c'est toutes les différentes étapes et tous les documents spécifiques. Fait que préparez-vous mentalement pour ça. Vous allez avoir besoin de trouver beaucoup de choses pour finaliser le tout. Mais, puisque vous avez déjà passé à travers le processus de préautorisation et que vous avez créé un dossier avec tous ces documents-là, il y a de très bonnes chances que la plupart de ces documents-là, vous les avez déjà préparés. Il y a d'autres choses comme la lettre d'emploi, un talon de paye que vous voulez le plus récent. Ces choses-là, vous allez avoir à mettre à jour. Mais c'est beaucoup des mêmes documents que vous avez faits pour la préautorisation. C'est pour ça que c'est important d'être organisé au début. Alors, vous allez passer à travers tout ce processus-là et vous allez terminer les frais de clôture. Bon, je ne sais pas si vous avez déjà acheté une voiture neuve, ça. Mais la première fois que moi, j'ai acheté une voiture neuve et je suis assis pour finaliser le tout. Puis là, on me demande si je veux une assurance supplémentaire, puis on me demande si je veux un tel traitement anti-rouille ici. Puis tout à coup, j'ai des frais de clôture ou des frais supplémentaires auxquels je ne m'attendais pas. Il y a des frais supplémentaires auxquels vous n'allez pas vous attendre pour des maisons ou des propriétés locatives. Hein? Fait imaginez-vous juste un instant combien vous devez budgéter pour ça. Je vais vous donner une seconde pour vous mettre ça en tête. Vous pouvez le mettre dans le chat aussi si vous voulez. Combien vous pensez que ça va vous coûter? Okay. Prévoyez un budget d'au moins 1,5 % de l'achat de votre propriété. C'est très important parce que je ne veux pas que vous soyez surpris. Puis ça, c'est des fois, il y a certains de ces frais-là que vous pouvez ajouter sur l'hypothèque, mais il y a beaucoup de ces frais-là qui sortent de votre poche dans le moment aussi. Fait que vous devez vous préparer pour ces coûts-là. Donc, les frais juridiques, c'est certain que vous allez vouloir travailler avec un avocat pour s'assurer que tous les documents sont bien faits. Les droits de mutation immobilière, ça dépend vraiment de la province. Les inspections, l'évaluation, les impôts fonciers, la taxe provinciale, les frais de déménagement aussi, ça compte là-dedans. Bon, les frais de déménagement aussi, vous avez accès à des frais, des outils, c'est quoi le terme que je cherche?
ben, des bénéfices essentiellement à travers les forces armées pour vous aider avec ces frais de déménagement-là aussi. Mais c'est quand même dans votre tête quelque chose que vous devez faire le calcul. L'affaire aussi, c'est que certaines provinces donnent plus de rabais que d'autres. Fait ici, comme vous voyez, bon, le bleu, c'est les rabais, puis le jaune, c'est essentiellement les frais, les taxes immobilières. Là. Fait que, tu sais, en Colombie-Britannique, c'est super parce que les frais sont presque tous remboursés, mais dans certaines autres provinces, ce n'est pas le cas. Fait que vous voulez toujours faire les calculs pour voir quel genre de frais de clôture vous allez avoir. Et ensuite, vous avez fait tout ce travail et la maison vous appartient. C'est beaucoup de travail, c'est vraiment beaucoup de travail, je comprends, mais ça peut être un moment super excitant et c'est très important dans la vie de quelqu'un. Fait que, ce qu'on vous conseille aussi de faire, c'est pas juste utiliser l'outil d'analyseur, location versus achat. On a aussi un analyseur juste d'achat. Je vais vous montrer, c'est très petit à l'instant, mais évidemment, vous pouvez aller dans le portail pour télécharger le document, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, mais essentiellement, vous pouvez utiliser ce document-là pour vous aider à savoir c'est quoi les frais de clôture, parce qu'il y a toutes les lignes là-dedans, les hypothèques, et aussi, si ça donne que vous utilisez cette propriété-là comme propriété locative, vous avez aussi une place pour mettre les revenus. Donc, c'est toutes les dépenses, c'est tous les revenus, et ça vous aide à savoir si c'est une propriété locative, si c'est rentable, si ça va vous faire de l'argent. Peut-être au début, non, mais souvent, vous allez voir à travers les années, oui, ça va changer. Et c'est juste pour voir pour l'achat d'une première maison, c'est un outil très intéressant pour vous aider à voir quelles dépenses vous allez avoir. Fait que vous n'allez pas être aussi surpris. C'est un outil super à télécharger. Fait quelles mesures vous allez prendre? Voici les étapes. C'est ça que vous allez faire. Vous allez faire vos calculs à l'aide de la calculatrice louer ou acheter dans le portail. Vous allez vous fixer un objectif réaliste pour épargner pour votre mise de fonds. Vous allez vous trouver un courtier pour vous aider avec la pré-approbation pour le prêt hypothécaire. Vous n'allez pas oublier de consulter tous les aides du gouvernement que vous pouvez avoir par rapport à votre achat. Et avant d'acheter, vous allez vraiment vous assurer que vous connaissez tous les détails des frais de clôture pour ne pas être surpris à la fin de tout ça. Alors, je sais que c'est beaucoup d'informations dans un moment très court, mais j'espère que ça vous a aidé à vraiment voir les étapes et à vous mettre un petit peu plus prêt pour l'achat de votre première maison ou de votre prochaine propriété locative. Donc, je vais regarder dans le chat pour voir s'il y a des questions, mais en attendant, je vous vois maintenant aussi que, bon, pour vous inscrire au portail, si vous n'avez pas accès au portail ou aux outils de Enriched Academy, voici le code QR. J'ai aussi mis le lien dans le chat. Et pour connecter avec CCIP, vous pouvez vous fixer un rendez-vous dès maintenant avec un des financiers ou des conseillers. Et voici le lien. J'ai aussi mis le lien dans le chat, mais le code QR est là. Bon, je regarde des questions. Martin, ça va? Oui, je vais juste rajouter quelques petits commentaires. Oui, super bonne information, comme toujours. Merci. J'aimerais juste rajouter, quand on parlait en tant qu'acheteur de première maison, qu'il y a une exception à ça comme toute chose. Donc, dans le fond, Oui. pour la plupart des programmes, surtout c'est important pour les gens qui vont en dehors du pays pour plusieurs années. Donc, si vous n'êtes pas propriétaire d'une maison pour les derniers 4 ans, donc on requalifie comme premier acheteur à ce moment-là. Oui, c'est vrai. Donc, ça, c'est important de se rappeler de ça. Au niveau d'information crédit, encore une fois, excellent. La chose qu'il faut faire attention, donc oui, notre code de crédit, toute l'information est bonne, c'est de faire attention au type de crédit, dans le sens que la plupart du temps, les agents immobiliers vont regarder pour au moins une carte de crédit et un deuxième type de crédit, donc une marge ou quelque chose du genre. Donc, des fois, on peut avoir un prêt automobile, on a une super bonne cote de crédit, puis là, on se demande pourquoi non. C'est parce que les autres, ils veulent voir une carte de crédit au moins minimum. Bon. C'est pour montrer qu'on est capable de bien gérer plusieurs différents véhicules de crédit, c'est ça?
Exactement. OK, Et il faut parfait, oui. toujours se rappeler que ça prend au moins un an pour considérer un nouveau produit de crédit comme établi. Donc, il faut y penser en avance. Puis probablement la dernière chose, quelque chose que j'ai vu malheureusement plusieurs fois, on préautorise pour notre hypothèque et puis tout ça. Et puis là, ben là, on pense qu'on va avoir besoin des meubles, puis un frigidaire, puis tout ça. C'est que là, on est préautorisé, puis là, on va faire plein d'achats parce qu'on planifie pour la maison. Puis souvent, bon, les gens vont prendre des plans pas de paiement ou choses du genre. Puis là, on Ouais. arrive à la clôture. Puis là, ben, l'histoire change parce que là, on a changé notre information au niveau crédit. Donc, il faut faire très attention pour ne pas augmenter nos dettes puis faire nos dépenses avant que l'hypothèque soit terminée comme telle, parce que là, ça peut nous jouer des mauvais tours que j'ai vus dans le passé. Donc, tous Hey, nos c'est achats vraiment d'immeubles et intéressant, puis ça. tout ça, il faudrait les faire après que la maison est fermée comme telle. Parce que j'ai vu des Parce que situations. oui, parce qu'il peut y avoir quand même un écart assez important entre la préautorisation et la termination, la finalisation de l'hypothèque telle quelle. Fait que votre Mhm. situation financière peut changer quand même considérablement dans ce temps-là. Exactement. Donc, j'ai vu Ah, malheureusement des situations où que les gens avaient fait plusieurs achats, puis là, la banque est venue, ah ben là, ça ne qualifie plus pour 400 000, là, c'est juste 350. Ben là, c'est un gros OK. problème. Oui, oui, c'est un peu différent. C'est une petite différence. Moi, j'ai une question parce que moi, je ne suis pas militaire, je ne comprends pas nécessairement la vie militaire. Je le sais que beaucoup de Canadiens, en ce moment, l'idée d'acheter, c'est juste pas possible. Fait il y a beaucoup de gens qui se disent, bon, je vais louer pour le restant de ma vie. Mais quand on est quelqu'un qui sait qu'il ne sera pas dans la même place régulièrement, est-ce que les gens militaires, c'est plus stable de pouvoir acheter à chaque fois ou louer? Est-ce que j'imagine que ça dépend, ça va être ta réponse, là, mais comme y a-t-il une tendance qui se produit récemment avec C'est, tout c'est- ça? là, tu es tout à fait d'accord. La réponse, c'est ça dépend. OK, Dans le oui. sens que la personne qui a eu l'opportunité d'acheter une maison, bon, OK, là, peut-être qu'ils déménagent, là, ils ont l'opportunité, ils vendent, puis là, tu as de l'équité qui rentre. Puis ils ont toujours quelque chose pour faire un down pour la prochaine. Mhm. C'est juste, comme tout le monde, d'avoir la première maison. Puis à partir de là, ben là, ça dépend. Les gens, il y en a qui partent pour 5, 6 ans, mais ils veulent revenir à la même province. Donc, ils vont peut-être garder la maison, louer, choses du genre. Mais là, ça Mhm. dépend des budgets de chaque individu, de où ils vont aller. Donc, c'est toujours une question difficile. Je pense pour les gens qui déménagent comme ça, dépendant de leur but à long terme. C'est encore un endroit où on peut aider, avoir les discussions, faire des plans, Mhm. créer des budgets selon les circonstances pour voir de quoi ça a l'air. C'est quelque chose qu'on fait Oui. définitivement pour les membres pour essayer de figurer qu'est-ce qui fait le plus de sens. Est-ce qu'on vend? Mhm. Est-ce qu'on la loue? Ça va être quoi les risques, les choses du genre? Parce que oui, je veux dire, c'est pour, pour moi qui vis à Ottawa, je vais rester ici pour longtemps, je ne me vois pas déménager. Planification à long terme, c'est quand même du travail, mais il n'y a pas autant de variables. Fait que je trouve ça vraiment intéressant que les conseillers accessibles ont vraiment une compréhension assez importante de toutes ces variables-là. Parce que ça, c'est pas un processus de planification à long terme qui a comme vraiment une ligne directrice directe. Fait que c'est bien de pouvoir travailler avec quelqu'un qui peut regarder toutes les ah, mais là, cette exception-là, puis cette exception-là. Fait que, ouais, c'est une chance, disons, parce Ouais. que c'est beaucoup de travail, ça. En même temps, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'en tant que membre aussi, quand ils se font, s'ils ont un posting à ce moment-ci, puis il faut qu'ils déménagent, il y a plusieurs bénéfices à ce moment-ci que les membres qualifient pour aider avec certains des coûts qui viennent avec les déménagements. Donc, il y a certaines choses qui rentrent en jeu à ce moment-ci qui est spécial en tant que membre. Parfait. Excellent. Mais écoute, je ne vois pas d'autres questions. Je crois qu'on a tout couvert. Ben, je vous remercie beaucoup d'être avec nous encore aujourd'hui. On a d'autres webinaires qui s'en viennent, je crois, au mois de mars par rapport aux assurances. Je le sais que ce n'est pas toujours le sujet le plus excitant, mais je vous promets, moi, je trouve ça, depuis que je fais des recherches là-dessus, moi, je trouve ça très intéressant maintenant. Fait que je vais faire mon beau possible pour vous rendre ça le plus intéressant possible. Je vous l'assure. Alors, si vous avez des questions,
Les liens sont là pour la financière CCIP. Les codes QR sont là pour CCIP et pour nous contacter. Et je vous remercie encore et je vous souhaite une bonne journée. Okay? Merci beaucoup.